Le 11 mai 1996 à Miami, aux États-Unis, un DC-932 de 27 ans immatriculé N904 VJ attend à la porte d'embarquement sous la chaleur accablante de Floride. Dans le cockpit se trouvent deux professionnels qui ont effectué d'innombrables fois le trajet à venir. Une commandante de bord de 35 ans avec déjà une brillante carrière, y compris près de 9000 heures de vol au total et 2116 heures sur le DC-9, ainsi qu'un copilote de 52 ans avec 6448 heures de vol au total et 2148 sur ce même appareil. Derrière eux, 3 jeunes agents de bord circulent dans une cabine presque pleine où les 105 passagers s'installent. Pour un court vol d'1 heure et demie à destination d'Atlanta, c'est une journée parfaitement normale, un trajet ordinaire sur un avion qui a effectué ce voyage plus de fois que quiconque ne peut s'en souvenir. L'inscription sur le côté de l'avion indique « ValueJet, une compagnie aérienne montante affichant des animaux de dessins animés sur le nez de ses avions, offre des tarifs plus bas que ceux des principaux concurrents. » Cela fait de ValueJet l'un des produits de la nouvelle ère de l'aviation américaine, celle des compagnies aériennes à bas prix et sans fioritures. Mais la plupart des passagers ne s'intéressent ni à la stratégie ni à la gestion de cette compagnie aérienne. Pour eux, l'essentiel est d'arriver à Atlanta en sécurité avant le dîner, pour le même prix, voire moins cher, que parcourir cette distance en voiture. À ce stade, ils ont déjà eu un léger retard. L'avion et son équipage sont arrivés en retard d'Atlanta à 13h10. Ainsi, le départ prévu à 13h a déjà été légèrement repoussé, mais pas au point que quelqu'un s'en plaigne. Ce jour-là, l'indicatif d'appel du vol est Critter 592 et les pilotes à l'avant sont concentrés et focalisés sur la réduction au maximum de tout retard supplémentaire. Ils connaissent presque par cœur les voies de circulation à Miami et ils connaissent aussi le couloir aérien et la route qu'ils vont emprunter. Le commandant de bord fait malgré tout un briefing complet. Comme je l'ai mentionné, elle vient d'avoir 35 ans et elle est maintenant impatiente de fêter cela avec ses amis une fois de retour à Atlanta. Elle doit d'abord terminer ce dernier vol de la journée. Juste avant le pushback, les bagagistes arrivent avec un dernier chargement à embarquer. Quelques boîtes de matériel de la compagnie ValueJet et des pièces d'avion, y compris des pneus. Aucun des objets n'est marqué comme étant particulièrement intéressant ou digne d'attention. Donc le copilote, voyant que les papiers sont en règle, les signe simplement. Tout étant en ordre, la cargaison est chargée, puis les agents ferment la porte de la soute et préparent le départ. Et à ce moment-là, à 13h40, les portes de l'avion sont fermées et les pilotes terminent les dernières procédures et listes de vérification avant le vol. Le pilote en fonction sera commandant de bord. Elle demande à son collègue le pushback et la mise en route, rapidement approuvée, et Critter 592 s'éloigne de la porte d'embarquement. L'avion qu'il pilote aujourd'hui date des années 60 et comporte un certain nombre d'éléments techniques inscrits sur sa liste minimale d'équipements. C'est la liste des éléments qui sont autorisés à être inopérants pour le départ. L'indicateur de débit de carburant gauche est en panne. Le pilote automatique est inopérant depuis plusieurs jours. L'interphone reliant l'équipage de cabine au pilote est aussi en panne et la sonorisation fonctionne par intermittence, ce qui a obligé l'équipage à faire des annonces à l'aide d'un mégaphone lors du vol précédent d'Atlanta à Miami. Nous avons d'ailleurs toujours ces mégaphones à disposition aujourd'hui pour les utiliser en cas d'urgence ou après une perte d'alimentation électrique. Mais la qualité sonore de ces appareils est médiocre. Ils servent surtout à donner des consignes d'évacuation d'urgence. Quoi qu'il en soit, le DC-9 termine bientôt son pushback et l'équipage démarre l'un des deux moteurs, mais retarde le démarrage du second jusqu'à plus tard. Il faut économiser le carburant. Une fois la checklist avant le roulage terminée, le copilote demande l'autorisation de rouler et l'avion se dirige rapidement vers la piste en service. 09G, puis rejoint le flux de l'après-midi. Dans le cockpit, les deux pilotes passent le temps en attendant dans la file en désignant les avions anciens stationnés à Miami pour maintenance. L'un d'eux s'enthousiasme en voyant une constellation et l'autre lui montre un puissant Boeing 747. Mais jusqu'à présent, le déroulement de ce vol est totalement banal. Des virages lents devant les hangars de maintenance et des empennages à moitié peints. Pause pour le trafic croisé, puis longue parade vers la piste 09 gauche. Les pilotes poursuivent leur routine bien rodée. Le briefing de décollage et les procédures se terminent dès le démarrage du second moteur.
la même procédure qu'ils ont suivie d'innombrables fois. Derrière et en dessous d'eux, dans la soute avant exiguë située sous la cabine passager, la cargaison est exactement à l'endroit où elle a été laissée. Et cela inclut ses pneus et les 5 cartons dont j'ai parlé précédemment. Tout en alignant soigneusement son vieux DC-9, la commandante de bord regarde bientôt la ligne centrale qui s'étend au loin. « Critter 592 autorisé au décollage », annonce le contrôleur. Tandis que le copilote répète, la commandante stabilise puis pousse les manettes en position de décollage. Mais pendant que cela se passe en bas, dans la soute à bagages sombres, un léger sifflement est en train de se transformer en quelque chose de totalement différent. Les 2 pilotes n'en ont aucune idée, mais il se pourrait que ce soit le dernier moment où ils peuvent se sauver eux-mêmes ainsi que leurs passagers. Parce que maintenant, quelque chose qui ressemble à une bombe se trouve à l'intérieur de ces cartons et une mèche vient d'être allumée. Plusieurs mois avant que le vol 592 ne fasse son pushback, l'histoire de ce qui va se passer avait déjà été mise en marche à l'intérieur d'un hangar de maintenance à quelques kilomètres de là. Pour expliquer la présence de cartons dans cette soute, commençons par évoquer la compagnie aérienne concernée. ValueJet fut l'une des premières vraies compagnies ultra low-cost aux États-Unis après la déréglementation aérienne de 1978. L'argument de la compagnie était simple et irrésistible. Tarifs imbattables, avions optimisés, coûts réduits, sans fioritures. L'entreprise restait légère en sous-traitant presque tout ce qui pouvait l'être. La compagnie possédait l'horaire, la marque et les billets, mais ce sont des sous-traitants externes qui effectuaient presque tout le travail important. Au départ, ce fut un grand succès et le fondateur se vantait fréquemment du cours de l'action et de la rapidité à laquelle la compagnie est devenue rentable. Mais la pression sur les coûts nécessaires pour atteindre ces chiffres était implacable. Les principales opérations de maintenance étaient confiées à des ateliers externes. Des tâches spécialisées, comme l'avionique, l'aménagement intérieur et la structure, étaient confiées à davantage de sous-traitants, souvent eux-mêmes responsables d'autres sous-traitants. Bien que cela paraisse efficace et très rentable, la sécurité dépendait alors uniquement de la paperasse et de la confiance, sous stricte surveillance. Si un sous-traitant manquait une étape, eh bien, il fallait que la compagnie aérienne soit suffisamment compétente et présente pour s'en rendre compte. Et c'était là tout le problème, car ValueJet fonctionnait avec un effectif très réduit. Les équipages étaient moins payés que dans les compagnies traditionnelles où les nouvelles recrues prenaient souvent en charge leur formation et maintenance. Les inspecteurs ou les représentants techniques ne pouvaient pas être partout à la fois. Donc ce modèle ne fonctionnait vraiment que si tout le monde faisait toujours exactement ce qu'il fallait. Peut-être que vous voyez où cela mène. En janvier 1996, ValueJet a ensuite acquis 3 MD-80 d'occasion et les a envoyés à une entreprise appelée Sabertech à Miami pour des travaux de maintenance lourde. En résumé, ces travaux équivalaient à une visite entre C et D, impliquant une inspection approfondie de grandes parties de l'avion. Sabertech était alors un opérateur de maintenance et de réparation certifié avec une charge de travail déjà assez importante. Ils montaient rapidement en puissance, engagèrent du personnel temporaire et sous-traitaient des tâches spécialisées si besoin. Pour le programme MD-80, des centaines de personnes ont rejoint l'organisation dont beaucoup parlaient un anglais en seconde langue. Cela n'était pas un problème en soi, mais cela rendait des instructions précises et sans ambiguïté très importantes. Les instructions pour effectuer chaque tâche mécanique étaient imprimées sur ce qu'on appelait une fiche de travail, qui était conçue pour être claire et sans ambiguïté. C'est un point sur lequel nous reviendrons bientôt. 2 avions achetés par ValueJet, novembre 802 Victor et novembre 803. Victor sont arrivés chez Sabertech avec leurs passagers. Système d'oxygène atteignant ou proche de 12 ans de durée de vie. C'est la durée maximale certifiée par le fabricant durant laquelle les générateurs d'oxygène chimique dans les panneaux supérieurs pouvaient rester installés avant remplacement. Ainsi, l'une des instructions données aux techniciens de maintenance était assez simple et spécifiée sous la fiche de travail numéro 0069 de ValueJet.
L'équipe devait retirer les anciens générateurs, 144 au total, installer les nouveaux, enregistrer le travail conformément à la fiche de travail, puis passer à la fiche suivante aussi rapidement que possible. Dans un hangar occupé par des tâches plus grandes et bruyantes, celle-ci paraissait facile. Pourtant, ce n'était pas le cas. Et voici pourquoi. Vous voyez, l'oxygène dans les masques qui tombent au-dessus de votre siège en cas d'urgence n'est pas fourni. Ce n'est pas le même type d'oxygène que celui que nous, les pilotes, utilisons dans le poste de pilotage. Nous utilisons de l'oxygène comprimé provenant d'une bouteille stockée près du poste de pilotage. Et ces bouteilles sont à la fois lourdes et doivent être régulièrement rechargées. Donc, pour éviter d'avoir à utiliser ce type de bouteille pour tous les passagers. Votre masque est plutôt relié à un générateur d'oxygène qui peut rester inutilisé pendant des années. Ensuite, fournir assez d'oxygène pour que les pilotes américains puissent descendre d'urgence vers des conditions plus respirables. Ces générateurs se présentent sous la forme de petits cylindres en acier dissimulés au-dessus de chaque rangée, chacun étant un fascinant kit de chimie compacte. Lorsque le masque tombe du plafond, les passagers doivent lever la main et tirer le masque vers leur visage. Vous avez probablement déjà vu cela démontré de nombreuses fois par le personnel de cabine. Lorsque vous faites cela, la traction exerce une force sur une cordelette attachée à une goupille de retenue qui, à son tour, retient un marteau à ressort. Donc, lorsque cette goupille de retenue est retirée, le marteau frappe une amorce, qui est en fait une petite charge explosive. À l'intérieur de chaque cartouche se trouve également un cylindre de chlorate de sodium que vous pouvez considérer comme une batterie d'oxygène solide. Ces cristaux retiennent beaucoup d'oxygène à l'intérieur et lorsque l'amorce est percutée par la goupille, elle envoie une charge dans un petit allumeur. Ces cristaux renferment beaucoup d'oxygène et lorsque la capsule de percussion est frappée par le percuteur, elle envoie une charge dans un petit allumeur. Le chlorate de sodium contient du sodium, du chlore et de l'oxygène, tous liés ensemble, mais dans une combinaison assez instable. Il cherche à se décomposer en éléments plus stables comme le sel de table ou le chlorure de sodium et de l'oxygène pur. Et tout ce qu'il faut pour déclencher cette décomposition, c'est la chaleur et l'énergie provenant de l'amorce. Afin d'assurer la bonne progression de la réaction, on ajoute généralement au mélange une petite quantité de poudre de fer qui agit comme un fin combustible métallique. Et la première bouffée d'oxygène permet à ce fer de brûler en rouille, dégageant ainsi un peu de chaleur supplémentaire. Cela aide à chauffer davantage de chlorure de sodium qui se décompose alors à son tour, provoquant une réaction en chaîne qui se propage à un rythme régulier et soutenu jusqu'à ce que tout le chlorure de sodium ait été consommé. D'autres additifs éliminent ensuite les sous-produits indésirables. Ainsi, le gaz qui arrive dans votre masque est presque de l'oxygène pur qui est ensuite mélangé à l'air ambiant pour que vous puissiez le respirer. Ce procédé produit un gaz d'oxygène pur pendant 15 à 20 minutes, tandis que les résidus non oxygénés restent piégés dans la cartouche. Mais il y a un inconvénient ici, et c'est la chaleur. Vous voyez, la réaction qui libère l'oxygène est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Cela signifie que la réaction chimique génère sa propre chaleur, et beaucoup de chaleur. C'est pourquoi les générateurs sont placés dans des protections thermiques en métal et céramique qui dissipent la chaleur en fonctionnement normal. Et c'est aussi pourquoi vous pourriez sentir une odeur de brûlé si vous vous trouvez dans un avion où ce système est activé. C'est l'odeur de la poussière qui brûle sur le dessus de ces cylindres. Les générateurs que les mécaniciens de Sabertech ont retirés pouvaient chauffer au point de cloquer la peinture, bien au-dessus de 280 degrés Celsius. C'est aussi assez chaud pour enflammer la plupart des matières organiques en contact avec eux lors de la production d'oxygène. Si cela arrivait, contrairement à un incendie traditionnel, un feu déclenché par un générateur d'oxygène n'aurait pas besoin d'oxygène provenant de l'air ambiant pour se maintenir car il proviendrait du générateur lui-même. Donc, si vous vous souvenez du triangle du feu que j'ai mentionné dans certaines de mes vidéos précédentes, eh bien, ces unités fournissent en fait 2 des 3 éléments nécessaires. Ainsi, la manipulation sécurisée de ces générateurs d'oxygène une fois retirés nécessite un élément essentiel, un capuchon de sécurité. Si un générateur est retiré et qu'il est inutilisé, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été activé ni utilisé, alors un petit capuchon cylindrique doit être placé sur l'amorce pour empêcher le marteau d'atteindre la capsule fulminante.
Avec ce capuchon en place, une chute depuis un banc ou un roulage brutal sur du béton pourrait secouer les cartouches toute la journée et il ne se passerait vraiment rien. Mais sans lui, une secousse brutale pourrait suffire à déclencher la réaction chimique. La fiche de travail 0069 s'est approchée de façon frustrante de décrire avec précision l'importance de cette étape, mais malheureusement, elle n'a pas été à la hauteur. Elle disait « Si le générateur est inutilisé, placez le capuchon de sécurité sur l'amorceur. Si le générateur n'a pas servi, mettez le capuchon de transport sur le percuteur. » Mais de façon cruciale, il n'a jamais défini ce que signifiait « utiliser ». Nulle part il n'était indiqué que les générateurs, quel que soit leur état, pouvaient être dangereux. Et il n'exigeait pas non plus qu'un superviseur valide spécifiquement que ces capuchons avaient été correctement installés. Des instructions existaient toutefois pour stocker ou éliminer les générateurs retirés. Mais ces informations se trouvaient dans un manuel séparé que les mécaniciens n'avaient probablement jamais sous la main et qu'ils n'avaient aucune raison de consulter puisqu'ils disposaient de la fiche de travail. Tout cela signifiait donc que dans un atelier où l'anglais n'était pas la langue maternelle de tout le monde et où les équipes tournaient sur différentes tâches, des instructions comme celle-ci devaient être absolument claires, mais elles ne l'étaient pas. Lorsque le remplacement a commencé, les ouvriers ont rapidement remarqué que les capuchons de sécurité nécessaires n'avaient pas été approvisionnés par Sabrotech. Selon la personne à qui vous demandiez, soit ValueJet était censé fournir des consommables particuliers comme ces capuchons, soit Sabrotech aurait dû les avoir, mais dans tous les cas, ils n'étaient pas là. De plus, Sabrotech imposait un rythme de travail très intense à ses employés. Les travaux sur ces MD80 prenaient plus de temps que prévu. Sabrotech a donc réagi en obligeant tous ses employés à annuler leurs congés et à travailler 7 jours sur 7. Jusqu'à ce que ces avions puissent être livrés, les responsables voulaient que les appareils soient refermés et sortis du hangar le plus rapidement possible. Dans cet environnement sous pression, les gens ont fait ce qu'ils font toujours. Lorsque les fiches de travail ne correspondent pas à la réalité du travail qu'ils ont devant eux, ils improvisaient. Certains mécaniciens, au lieu d'attendre les capuchons de sécurité, enroulaient la cordelette autour des générateurs et la fixaient avec du ruban adhésif, pensant que cela suffisait. D'autres coupèrent simplement la cordelette pour éviter qu'une traction accidentelle ne libère le marteau, mais aucune de ces astuces n'empêchait réellement le marteau d'atteindre l'amorce. Bientôt, les générateurs retirés commencèrent à s'accumuler. Quelques caisses sont apparues et ont ensuite été remplies de générateurs, la plupart sans ces capuchons de sécurité essentiels installés. Mais les validations sur la fiche de travail continuaient d'avancer, comme si les capuchons allaient être installés plus tard dans la chaîne. Même s'il était clair que ces capuchons auraient dû être posés dès le début. Certaines personnes disaient que les magasins s'en occuperaient, c'est-à-dire les magasins techniques qui gèrent les pièces détachées, etc. Mais les magasins ne l'ont jamais fait, car personne ne leur a vraiment dit. C'est le problème lorsqu'on s'éloigne d'une procédure établie. Des choses se perdent. Un mécanicien a suggéré à son superviseur de retirer les capuchons de sécurité des nouveaux générateurs des MD80 pour les utiliser. Mais dans ce cas, la fiche de travail était plus claire. Elle indiquait que les capuchons de sécurité ne devaient être retirés qu'après installation sécurisée de l'unité sur l'avion et réussite d'un test spécifique. Donc, ce que nous voyons ici, on peut appeler cela des dérives mécaniques, mais la dérive culturelle allait aussi de pair. À un moment donné, l'un de ces générateurs a été heurté et s'est déclenché, et le résultat a semblé assez modeste aux yeux des observateurs. Un claquement, un sifflement, le boîtier trop chaud pour être touché, une odeur de métal brûlant, puis, après une douzaine de minutes, plus rien. Pensant donc que les générateurs n'étaient pas si dangereux, d'autres mécaniciens se sont rapidement rassemblés en cercle et quelques autres de ces générateurs ont été allumés volontairement. Un mécanicien a déclaré aux enquêteurs qu'il faisait cela parce qu'il voulait les rendre sûrs, ce qui, en fait, était une assez bonne idée car un générateur usagé est nettement moins dangereux. Mais une fois qu'ils se sont tous rendus compte que le générateur sifflant, de la taille d'une grosse canette de coca, ne faisait qu'émettre un gaz, sans drame, sans flamme, rien de cinématographique, cela a engendré une dangereuse supposition. Les cartouches n'étaient de toute façon pas vraiment une menace, même si elles n'avaient pas été utilisées. Cette supposition a influencé les choix. Cela a rendu acceptable le fait de stocker les générateurs dans une boîte en carton et cela a donné l'impression que les garder à proximité d'un avion n'était pas un événement important.
Les employés de Sabretech ont vite stocké ces générateurs actifs sur des étagères près ou sous les avions sur lesquels ils travaillaient. Et par-dessus tout cela, la couche de supervision était également vraiment mince ici. ValueJet avait quelques représentants techniques chez Sabretech pour surveiller le travail. Et au moins, l'un d'eux a déclaré qu'il avait signalé les bouchons manquants et indiqué que les boîtes de générateurs étaient entreposées trop près des avions. Mais les superviseurs du côté de Sabretech ont ensuite déclaré qu'ils ne se souvenaient pas avoir eu cette conversation. Quoi qu'il en soit, le 5 mai, la grande visite d'entretien a été clôturée. Et un inspecteur de Sabretech a signé une fiche de travail générale pour les 3 avions de ValueJet, certifiant que les tâches étaient terminées. Il savait que la fiche de travail 69 imposait des capuchons de sécurité sur tous les générateurs d'oxygène passagers inutilisés, mais aucun n'était installé. Mais, comme je l'ai dit auparavant, son superviseur lui avait assuré que le service des stocks s'en occuperait. Il s'est donc fié à cette promesse. Il a validé les tâches car sa principale préoccupation était que le nouvel avion soit terminé, et non ce qu'il adviendrait des anciennes pièces usagées. Peu après, un autre représentant technique de ValueJet a vu les boîtes de générateurs d'oxygène près d'un avion et a demandé de les éloigner. 2 mécaniciens de Sabretech ont déplacé les boîtes vers la zone expédition et réception de ValueJet, lieu habituel de stockage des pièces de la compagnie. La propriété des pièces était claire. Elles étaient à ValueJet, mais les instructions sur leur utilisation ne l'étaient pas. On ignore encore qui a demandé aux ouvriers de déposer les boîtes ici. Personne n'était là, donc ils ont laissé les boîtes et sont partis. Il n'était pas obligatoire d'enregistrer le contenu ni d'informer qui que ce soit de ce qu'il contenait. Le 7 mai, le directeur logistique de Sabretech a discuté avec un représentant technique de ValueJet au sujet de pièces stockées chez ValueJet. Le représentant a indiqué attendre le personnel de stockage de ValueJet venant d'Atlanta. Le 9 mai, 2 jours plus tard, pour décider quoi faire de tous les générateurs en stockage. Mais le 8 mai, anticipant la visite d'un client potentiel prévu pour le 12 mai, le directeur de la logistique de Sabretech a demandé à l'employé chargé des expéditions de nettoyer la zone. Un ancien client avait jugé la propreté inacceptable et la direction ne voulait pas revivre une telle gêne. Le 9 mai, le représentant de ValueJet a rappelé « L'équipe des stocks d'Atlanta n'arriverait que le 13 ». Après la visite du client VIP que Sabretech attendait ce week-end-là. Donc, sans personne de chez ValueJet pour s'occuper des cartons avant la visite du client VIP. La direction exigeant un nettoyage immédiat, le personnel logistique de Sabretech a choisi de renvoyer directement le matériel à ValueJet. Et la façon la plus simple de faire cela était simplement de le renvoyer à Atlanta pour les laisser s'en occuper. Chose promise, chose faite. Le 9 mai, ces boîtes ont été transférées à la zone d'expédition et de réception de ValueJet pour être préparées dans 5 grandes caisses. L'employé chargé de l'expédition a bien emballé les unités afin qu'elles soient placées côte à côte et bout à bout. Il a ensuite ajouté 5 à 8 cm de papier bulle par-dessus pour que rien ne bouge. Le papier bulle pouvait sembler être le choix évident dans ce cas. Si vous déménagez à travers le pays et que vous ne voulez pas que vos albums commémoratifs de Taylor Swift soient abîmés, mais autour d'une source d'oxygène auto-chauffante, c'est en gros l'apéritif préféré d'un feu. Et cela m'amène à ce qui est peut-être le moment le plus important de toute cette chaîne d'échecs. 3 mots écrits au stylo à billes sur un bon de livraison. Vous voyez, le magasinier chargé de la réception dans le bureau d'expédition n'avait aucune idée de ce qu'il regardait dans les cartons. Il a décrit ce qu'il voyait comme des bonbonnes d'oxygène, et ce mot « bonbonne » a suffi à évoquer une image erronée. Des bouteilles vertes avec des valves, du genre qui sont soit pleines, soit vides. Le magasinier a simplement écrit ce qu'il pensait avoir entendu et ce qu'il voyait. Bouteille d'oxygène vide, il a ajouté en mettant des guillemets autour de « vide ». Et il a simplement jeté un coup d'œil aux étiquettes vertes et a supposé, comme beaucoup de non-mécaniciens le feraient, que vert signifiait qu'il n'y avait pas de problème. Il a ensuite lu « périmé » et a interprété cela comme « vide ». Et il n'avait manifestement pas été informé de la différence entre un générateur et une cartouche. La plupart des cartouches d'oxygène sont assez grandes, donc 144 d'entre elles auraient eu la taille d'un gros pick-up. Mais l'employé n'y a pas pensé, et personne d'autre non plus à partir de ce moment-là.
Ainsi, à ce moment-là, des générateurs chimiques actifs sont devenus de simples pièces d'entreprise sans intérêt, des bouteilles vides supposées inoffensives. C'est très important à comprendre ici, parce que ValueJet n'avait pas l'autorisation de transporter des marchandises dangereuses comme fret sur leurs vols passagers. Les générateurs d'oxygène en faisaient clairement partie. Donc, si le fret avait été correctement étiqueté, il n'aurait jamais été approuvé à bord. Finalement, quand les 5 caisses scellées furent posées sur la table d'expédition, elles correspondaient exactement à la description des documents. Les étiquettes affichèrent la mention ValueJet Comat, indiquant du matériel de la compagnie, et les bordereaux d'adresse mentionnaient Atlanta. Aucune mention de marchandises dangereuses, diamants ou générateurs d'oxygène. Donc, pour les personnes concernées, il s'agissait juste de matériel d'avion inoffensif transféré entre bases. 5 minutes avant le départ du vol 592, les agents de piste ont livré les derniers éléments à charger à bord. Ils ont apporté 3 pneus d'avion et 5 caisses compagnie matérielle scellées à la porte de soute avant du DC-9, puis les ont placées dans la soute à cargaison. Un pneu principal a été posé à plat sur le sol pour servir de base. Le pneu de nez a ensuite été placé sur le côté, au-dessus du premier et appuyé contre la cloison avant. Les caisses ont été placées autour et au-dessus de la pile sans être serrées, simplement appuyées en tas. Un second pneu principal a été placé sur la tranche contre la paroi latérale, inclinée au-dessus de la pile, puis les bagages disposés autour. Aucune sangle ni filet ne maintenait le tout en place pour éviter que le contenu ne bouge. Pour un transporteur sans marchandises dangereuses déclarées, cela était normal. Rien ne justifiait d'attacher ce que les documents qualifiaient de simple matériel de la compagnie. Mais alors qu'une des caisses était posée, l'un des manutentionnaires a dit qu'il avait senti quelque chose bouger à l'intérieur et qu'il avait entendu un petit cliquetis. Il n'y a pas vraiment prêté attention sur le moment, et lorsque la porte s'est refermée, le compartiment semblait suffisamment bien rangé. Les pneus servaient de support pour maintenir les caisses empilées ensemble et les caisses étaient disposées en cercle au-dessus du pneu central. Exactement comme un foyer. Nous ignorons si le déclic entendu par le manutentionnaire coïncide avec l'activation du premier générateur. En fait, le MTSB n'a jamais pu déterminer l'heure exacte à laquelle l'allumage a commencé. La meilleure estimation est que cela s'est produit entre la pose de la dernière boîte par le manutentionnaire et le début du roulage pour décoller. Peut-être qu'une secousse a fait sauter la dragonne ou arraché le marteau dans la tente. En gros, nous ne le saurons probablement jamais. Mais une fois que le premier générateur a été activé, il aurait généré suffisamment de chaleur pour activer tous les autres générateurs autour de lui, ce qui aurait ensuite enflammé le papier bulle, le carton et les bagages, alimentés par une abondance d'oxygène frais. Et surtout, pour comprendre comment cela a été permis, la soute avant du DC-9 n'était pas équipée pour indiquer à l'équipage qu'un incendie mortel venait de se déclarer. Dans ce cas, le commandant aurait sûrement annulé le vol au sol et ordonné une évacuation d'urgence. Et ValueJet 592 aurait peut-être simplement été une autre petite note de bas de page coûteuse dans l'histoire. Mais cette soute à bagages avait été conçue dans les années 60 et certifiée comme compartiment de classe D. En théorie, sa sécurité provenait de sa conception hermétique, avec très peu de ventilation et peu de voies d'air frais. L'idée était donc que si un petit feu venait à se déclarer dans un tel compartiment, il consommerait tout l'oxygène disponible, puis s'étoufferait de lui-même. Mais cela ne tenait pas compte des cargaisons produisant leur propre oxygène. Il n'y avait donc aucun capteur pour avertir l'équipage qu'un problème avait commencé, et il n'y avait pas non plus de bouteilles d'extincteur raccordées pour inonder l'espace d'agents extincteurs en cas de besoin. À l'époque de ce vol, il y avait déjà eu des accidents liés à l'absence de détecteurs de fumée dans les compartiments de classe D. Le 3 février 1988, un MD-83 d'American Airlines a subi un incendie de soute causé par un mauvais stockage du fret. Des conteneurs contenant du peroxyde d'hydrogène et du silicate de sodium ont pris feu. Quelques minutes avant l'atterrissage de ce vol, les passagers ont remarqué de la fumée provenant du plancher de l'avion. L'équipage a vite saisi la gravité de l'incendie, a accéléré l'atterrissage à Nashville et ordonné une évacuation d'urgence. Tous les passagers se sont échappés avec seulement quelques blessures légères.
Ensuite, le NTSB a demandé à la FEA d'imposer les détecteurs de fumée dans tous les compartiments à fret de chaque classe, ainsi que certains systèmes de suppression d'incendie. La FEA a bien envisagé cette règle, mais lorsqu'il a été calculé combien les compagnies aériennes auraient dû payer pour se mettre en conformité, elle a refusé de rendre ces changements obligatoires. Quoi qu'il en soit, depuis le poste de pilotage, évidemment, rien de tout cela n'était à l'esprit des pilotes du vol 592. Le commandant a roulé l'ancien DC-9 étincelant vers la piste 09 gauche, sans montrer le moindre problème, bien que l'incendie brûlait sans doute déjà dans la soute. À 14h03, le commandant de bord a ensuite poussé les manettes de poussée en position de décollage et le DC-9 a commencé à accélérer pour une longue et régulière poussée sur la piste. 09 gauche. Et quelques secondes plus tard, le copilote a annoncé 5-1 rotation. Le nez s'est levé, suivi du train principal, et Critter 592 a grimpé facilement dans l'air clair de l'après-midi au-dessus de Miami. Le train d'atterrissage a vite été rentré. Les volets ont été rentrés 20 secondes plus tard, et le DC-9 s'est installé dans ce hurlement familier de montée. Encore un décollage de routine par une belle journée. Le contrôleur départ leur a vite demandé de monter plus haut et de virer à gauche au cap 300. Les altimètres montaient régulièrement, la vitesse était stable et l'avion réagissait parfaitement, ce qui était agréable. Puisque le pilote automatique n'était pas disponible, c'était exactement le genre de journée que nous, les pilotes, aimons. Météo superbe, seuls quelques orages à l'horizon. Rien d'autre que le ciel, la côte et la chorégraphie silencieuse des procédures opérationnelles standards respectées. La procédure après décollage a été rapidement menée. Les instruments moteurs affichaient des valeurs normales et la pressurisation augmentait régulièrement. Les annonces du pilote étaient calmes et espacées, comme d'habitude sur ce court trajet depuis Miami. Donc, les deux pilotes auraient probablement été très détendus à ce moment-là. Et ils prévoyaient peut-être de prendre une tasse de café avant de commencer à se préparer pour leur arrivée à Atlanta un peu plus tard. Le même calme et la même normalité régnaient aussi dans la cabine passager. Le chef de cabine a fait une annonce pour informer les passagers que le service de bar allait bientôt commencer. Les passagers observaient sûrement la ville s'étendre puis disparaître sous l'aile depuis leur hublot. L'interphone de la cabine ne fonctionnant toujours pas, l'équipage a dû ouvrir la porte pour communiquer avec les pilotes. Mais au moins, le système de sonorisation avait été réparé pendant l'escale. Alors que le vol se déroulait désormais de manière trompeusement calme, l'incendie continuait de faire rage sans contrôle dans la soute avant et il n'allait pas tarder à se manifester, mais pas tout de suite. Petite parenthèse ici, cette histoire me donne vraiment la chair de poule. En tant qu'ancien pompier, je sais combien un incendie non maîtrisé peut être destructeur. J'ai déjà été assis dans un conteneur rempli de contreplaqué pendant qu'un feu s'y développait juste pour observer. Et ce que j'y ai vu était à la fois magnifique et terrifiant. Vous voyez, les gens pensent qu'un feu est quelque chose de confiné à un endroit et à une forme précise, comme un feu de camp qui crépite. Mais ce que j'ai vu dans ce conteneur était totalement différent. Au début, ça commence comme un feu de camp, mais ensuite, quand le feu réchauffe les matériaux qui l'entourent, cela se transforme en cette fumée noire et épaisse, qui commence à descendre depuis le plafond à mesure qu'elle s'accumule. Maintenant, cette fumée est noire, parce qu'elle est tellement chargée de carburant inflammable, donc quand le mélange de carburant, de chaleur et d'oxygène atteint un certain point, il suffit d'un souffle et alors tout brûle dans un embrasement instantané. Vous verrez des flammes se former devant vous dans l'air, puis disparaître et réapparaître ailleurs, et la température augmente si rapidement qu'il est impossible de s'en rendre compte. Maintenant, nous portions tout l'équipement incendie lors de cette expérience, mais la température a augmenté si vite que notre équipement a commencé à fondre et nous avons dû sortir. En théorie, un avion peut rester intact environ 15 minutes après le début d'un incendie incontrôlable. Alors, quand j'entends parler d'une soute à bagages qui n'a ni détection ni extinction d'incendie pour économiser de l'argent, ça me met vraiment hors de moi. Un incendie est sans aucun doute la pire chose que je puisse imaginer à bord d'un avion. Et cela doit absolument être évité. À 14h10 et 3 secondes, soit moins de 7 minutes après que l'avion ait quitté le sol, le premier signe d'un problème a été constaté.
Un bruit sourd et mat a été davantage ressenti qu'entendu, remontant à travers les pédales et les rails du siège dans le cockpit. Le commandant leva les yeux de ses instruments et demanda « Qu'est-ce que c'était ?» Alors que l'altimètre passait les 10 634 pieds en montée, ce bruit sourd était en réalité l'un des pneus chargés qui a explosé avec une telle force que le NTSB relèvera plus tard une forte hausse de la pression statique mesurée près du nez de l'avion. Le copilote a simplement répondu « Je ne sais pas ». Et peu de temps après, l'avion a atteint son altitude maximale juste en dessous de 11 000 pieds. Soudain, le monde entier a commencé à s'effondrer devant les deux pilotes. En quelques secondes, de nombreux voyants se sont allumés, des alarmes ont retenti et plusieurs systèmes sont tombés en panne. À gauche, à droite et au centre, alors que le feu commençait à ronger les faisceaux de câbles électriques passant près de la soute à bagages, allons-nous perdre un module? Le commandant de bord a dit « Nous avons un problème électrique », ce qui était logique car la plupart des pannes multiples sont dues à l'électricité. Le copilote a parcouru le panneau supérieur et a effectivement remarqué des indications inhabituelles sur le panneau électrique. « Ouais, les chargeurs de batterie s'enclenchent. Oh, on a un... » Mais avant qu'il ne puisse finir, le commandant de bord est intervenu. On est en train de tout perdre. Ne sachant pas ce à quoi les pilotes étaient confrontés, le contrôleur aérien a pris la radio pour dire « Critter 592, contactez Miami Center sur un 3.2.145. Au revoir ». Mais à ce moment-là, la commandante avait déjà décidé quoi faire. Il devait poser cet avion tout de suite. Moins de 20 secondes après le premier bruit, alors qu'il quittait encore l'aéroport, la commandante a pris la parole à la radio. « Nous devons retourner à Miami. » Le feu avait déjà traversé le plancher entre la cuisine et les premiers sièges dans la cabine. Et cela a poussé les passagers à fuir vers l'arrière de la cabine pour échapper aux flammes et à la fumée étouffante. L'enregistreur du cockpit capte distinctement les cris et la panique des passagers. Je n'ose même pas imaginer ce que l'équipage de cabine a enduré durant cela. Mais l'une de leurs voix a pu être entendue pour identifier le problème en cours. Feu, feu, feu. Peu de temps après, une autre voix a ajouté « Nous sommes en feu, nous sommes en feu ». Le contrôleur aérien est alors intervenu à nouveau pour s'assurer que le vol 592 avait bien entendu sa dernière instruction. Critter 592 contactait le centre à Miami, 132,45. Le copilote a alors utilisé la radio et expliqué clairement « 592 doit retourner d'urgence à Miami. » Critter 592. Reçu, tournez gauche, cap 270 degrés, descendez et maintenez 7000 pieds. Quel genre de problème avez-vous? A répondu le contrôleur aérien. Le commandant, concentré, pilotait manuellement et a répondu calmement. La pire annonce qu'un pilote puisse faire à un contrôleur aérien. Feu. Le copilote a alors ajouté. Fumée dans le cockpit, fumée dans la cabine. Maintenant, la tâche était d'une simplicité brutale. Piloter, naviguer, communiquer. Faire atterrir cet avion au sol aussi vite que possible pour sauver tout ce qui pouvait l'être. Dans ces situations, les pilotes sont formés à envisager un atterrissage hors terrain. Comme nous le savons, un avion en feu ne conservera pas son intégrité structurelle très longtemps. Dans la soute à bagages sous eux, le feu avait maintenant complètement traversé la doublure supposée ignifuge, et la chaleur avait atteint certains des composants les plus importants de l'avion. Les faisceaux de câblage contrôlent et transmettent les commandes des pilotes vers les surfaces de contrôle. Même si on peut piloter un DC-9 avec de nombreux dommages, le feu attaquait désormais des systèmes indispensables aux pilotes. Le commandant de bord avait maintenant viré et mis l'avion en descente rapide, et en faisant cela, elle a également ramené les manettes de poussée complètement au ralenti. Mais le moteur gauche ne répondait plus maintenant, car le feu avait déjà détruit ses câbles de commande. Cela signifiait que le commandant de bord devait maintenant également gérer une poussée asymétrique alors qu'il commençait à retourner vers Miami. En plus de cela, l'interphone cassé devenait soudainement un problème important, car sans lui, les agents de bord ne pouvaient pas communiquer avec le cockpit à moins d'ouvrir la porte, ce qui aurait alors permis à la fumée de pénétrer dans le cockpit. Mais ils n'avaient pas le choix. La porte s'est rapidement ouverte et l'une des agents de bord est sortie complètement en feu avant de refermer la porte. Cela n'aurait pas surpris les deux pilotes qui faisaient déjà tout leur possible pour ramener l'avion vers l'aéroport.
À ce moment-là, ils n'ont ni discuté, ni tenté de diagnostiquer, ni mis leur masque à oxygène ou lunettes de protection contre la fumée. La raison n'est pas très claire, mais il est probable que la fumée n'ait pas paru si gênante dans le poste de pilotage, qu'ils aient pensé à donner la priorité à cela. Il n'y avait pas le temps de résoudre le problème ou de faire autre chose que tenter de poser l'avion. Si vous êtes pilote et que vous vous retrouvez dans ce genre de situation, mettre le masque à oxygène est absolument indispensable. La fumée et les émanations sont parfois insidieuses et vous pourriez ne pas réaliser qu'elles vont vous submerger. Les masques à oxygène et lunettes anti-fumée actuels sont conçus pour s'enfiler bien plus vite, en partie suite à cet incident. Alors, merci de les utiliser. Quoi qu'il en soit, les pilotes ont continué à travailler et ont tout essayé pour préparer l'avion à l'atterrissage, mais l'appareil leur résistait désormais alors qu'il commençait à se désintégrer. Un câble de commande relié à l'une des gouvernes de profondeur s'est tendu puis s'est probablement rompu complètement, provoquant un brusque cabrage de l'avion, avant que le commandant ne reprenne le contrôle et poursuive la descente. Le copilote a rapidement réappuyé sur son bouton radio et a appelé le centre de Miami. Critter 592. Nous avons besoin de l'aéroport le plus proche. Le contrôleur aérien de Miami expliquera plus tard aux enquêteurs qu'il n'a pas entendu la demande, car un autre vol appelait au même instant. Mais il est peu probable que cela ait changé quoi que ce soit, car le vol ValueJet 592 vivait déjà ces derniers instants. Pourtant, le contrôleur aérien a continué son travail et a rapidement rappelé l'équipage en disant « Critter 592. Les camions de pompiers vous attendront. Prévoyez la piste 1-2 dès que possible, cap direct Dolphin. » Depuis la cabine, 6 carillons ont retenti et l'enregistreur a capté sur l'interphone. D'accord, nous avons besoin d'oxygène, nous ne pouvons pas en obtenir à l'arrière. Cela montre à quel point la situation devenait désespérée. Les pilotes ne pouvaient évidemment pas entendre cela puisque l'interphone ne fonctionnait pas et ils étaient entièrement concentrés sur une seule mission, revenir à l'aéroport. Ils ne ciblaient aucune piste spécifique, juste l'aéroport de Miami, espérant contre toute attente qu'ils pourraient poser ce cauchemar au sol. À présent, leur DC-9 répondait toujours aux commandes. Au début, les mouvements du manche à balai produisaient le roulis et l'assiette attendue, mais les forces sont rapidement devenues plus lourdes à mesure que le fuselage avant chauffait. Les câbles et poulies des commandes de vol principales passaient sous le poste de pilotage et le plancher de la cabine avant, là où le feu faisait rage. La hausse des températures ramollissait gaines et revêtements des câbles, augmentait la friction dans les poulies et modifiait leur tension. Tout cela rendait les commandes du manche à balai dures et imprécises, si bien que l'équipage aurait dû effectuer des mouvements plus amples pour obtenir la réponse souhaitée. Un instant, cela restait gérable. Les ailes restaient horizontales, le nez suivait la direction choisie et l'avion faisait demi-tour vers Miami. Mais à mesure que la chaleur augmentait, la structure locale et les supports se déformaient, l'isolation brûlait et les faisceaux de câbles ainsi que les commandes commençaient à se désintégrer complètement. À ce stade, ce feu était un véritable enfer. Le NTSB a ensuite recréé les conditions de l'incendie dans une chambre d'essai et le feu a atteint des températures bien supérieures à 2000 degrés Fahrenheit. L'intensité maximale est inconnue car elle a dépassé la capacité de l'instrument de mesure, mais le feu a facilement traversé la doublure censée être ignifuge du compartiment à bagages. 15 secondes après le dernier appel du copilote, le feu a commencé à attaquer les câbles électriques. Après contrôle des enregistreurs de voix et de données de vol, ils n'enregistrèrent plus que par intermittence. Un deuxième appel du copilote demandant des vecteurs radars a été brouillé lorsque le feu a détruit les radios. Ce fut la dernière chose que quiconque entendit de ValueJet, vol 592. Environ 3 minutes après le premier appel concernant l'incendie, l'avion s'est stabilisé à 7400 pieds. Un câble de commande de la gouverne de profondeur s'est détendu puis rompu, entraînant un piqué presque vertical de l'avion, une chute à 12 000 pieds par minute. Ensuite, l'équipage a utilisé le contrôle limité des compensateurs et des gouvernes de profondeur pour remettre les ailes à l'horizontale, à un instant seulement, à quelques centaines de pieds au-dessus des marécages des Everglades. Les enquêteurs évoqueront plus tard que l'incendie aurait pu brûler les câbles de commande du commandant et que le copilote aurait pu reprendre les commandes pour les sortir de là au tout dernier moment. Dans tous les cas, les deux pilotes refusaient d'abandonner et ils poussaient désormais l'avion jusqu'aux limites de ce qu'il lui restait.
Mais l'incendie n'était pas terminé. Une autre minute s'est écoulée et le paysage sonore enregistré par l'enregistreur de voix du cockpit a de nouveau changé. Les alertes qui n'étaient pas déjà éteintes se sont tues alors que l'incendie dévorait les derniers fils électriques. Le bruit du vent s'intensifiait à mesure que la vitesse augmentait pendant la descente. Et à ce moment-là, il n'y avait plus aucun son provenant des pilotes et les cris dans la cabine s'étaient complètement tus. Même si quelqu'un avait survécu, l'avion serait resté presque incontrôlable. Et ici, il convient de souligner comment cet autre système que la FAA avait refusé de rendre obligatoire aurait pu les sauver. Vous voyez, un détecteur de fumée les aurait bien alertés de l'incendie, mais peu après son déclenchement, un système d'extinction au halon se serait activé. Le gaz aurait peut-être ralenti l'incendie suffisamment pour leur donner une chance de s'en sortir. Ils n'auraient pas pu éteindre l'incendie qui produisait son propre oxygène, mais cela leur aurait peut-être offert quelques minutes de plus. Et dans une autre chronologie, avec un feu dans la soute et une bouteille de halon déversant son contenu, cela aurait suffi. Mais sans cela, il venait tout juste de manquer de temps. Dans les 30 dernières secondes de l'enregistrement, l'avion a replongé et le roulis s'est accentué. La vue à travers le pare-brise est passée de l'horizon et du marécage à plus de marécage et moins d'horizon. Chaque maillon ayant failli ces derniers mois en était arrivé là. Un compartiment à fret sans détecteur, une cargaison mal identifiée, des capuchons de sécurité qui n'avaient pas été installés. Une politique misant sur l'honnêteté malgré la confusion et une conception s'appuyant sur la nécessité d'air au feu. Le CVR n'a quasiment rien enregistré dans les dernières secondes. Plus de voix, plus d'alarme, seulement le bruit du vent. Le DC-9 a finalement abandonné. Il a roulé violemment vers la droite alors que la poussée asymétrique a fait basculer l'avion vers l'avant. Il est tombé jusqu'à ce que l'avion soit presque à la verticale et en plein. Sous les yeux de quelques pêcheurs, il s'est écrasé dans les eaux marécageuses des Everglades de Floride à plus de 400 nœuds. Lorsque cela s'est produit, seulement 3 minutes et demie s'étaient écoulées depuis l'explosion du pneu dans la soute et le moment où les pilotes se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Les 110 personnes à bord ont toutes été tuées sur le coup, si toutefois quelqu'un était encore en vie à ce moment-là. Les Everglades ont rendu l'enquête difficile à cause de la chaleur, de l'eau et de la boue. Des équipes sont arrivées par hélicoptère et par bateau, puis se sont mises en ligne, 5 de front, épaule contre épaule, fouillant l'eau à pied dans des zones quadrillées plutôt que de plonger. Il n'y avait pas de champ de débris, juste de l'eau peu profonde sur une épaisse vase engloutissant tout objet plus lourd qu'un magazine de bord. Un des enregistreurs de vol a été retrouvé sous les pieds lorsqu'un chercheur a marché sur la boîte dans la boue. La faune n'était pas seulement un décor, c'était un véritable danger. Des tireurs d'élite surveillaient la présence d'alligators et de serpents pendant que les équipes de récupération travaillaient en eau libre, la tête baissée, les mains fouillant le fond à la recherche de tout objet reconnaissable. L'impact avait été si violent et les conditions si hostiles qu'au final, seulement 68 des 110 personnes à bord ont pu être formellement identifiées. Dans les mois qui ont suivi l'accident, les correctifs ont été rapidement mis en place et ont enfin permis de traiter les angles morts que le vol 592 avait révélés. La principale mesure a été d'abord appliquée, suppression des soutes à bagages de classe D. Les autorités de régulation ont relevé les normes, de sorte que l'ancienne philosophie de la boîte hermétique n'était plus acceptable. Des détecteurs de fumée et des systèmes d'extinction intégrés ont été installés dans les compartiments, des échéances ont été fixées et les flottes modernisées. La deuxième grande évolution concernait les matières dangereuses. La réglementation interdit désormais le transport comme fret des générateurs chimiques d'oxygène sur les vols de passagers. Point final. La FEA a reçu pour instruction de renforcer sa surveillance aussi bien sur les compagnies aériennes que sur les prestataires de maintenance et dans l'ensemble du secteur. L'ajout de détecteurs, de systèmes d'extinction et d'un contrôle strict des marchandises dangereuses a comblé les failles qui avaient condamné le vol 592. Mais aujourd'hui, une autre menace émerge. Ce sont les incendies de batteries au lithium. Mon équipe et moi avons fait plusieurs vidéos à ce sujet sur notre chaîne Mentor Now. Et nous continuerons d'informer le public pour nous assurer que chacun comprenne l'importance de respecter les règles d'emballage et de bagage concernant ce type de batterie.
Si vous voulez nous aider à rendre l'aviation plus sûre, rejoignez notre équipe sur Patreon via ce QR code ou patreon.com/join/mentorpilot. Vous pourrez assister à mes rencontres et voir mes vidéos en avant-première. Surtout, vous nous aiderez à poursuivre la production de ces vidéos. Je m'appelle Peter Arnfeldt et vous regardez Mentor Pilot. Passez une journée absolument fantastique et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.